On voit qu'après 2 mois de retard, les 2 sessions 2020 de la Chine souffrent enfin. Et pour ceux de nos téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément le système politique chinois, pouvez-vous nous expliquer un peu plus quelle est l'importance de ces 2 sessions 2020? C'est un signal fort à l'adresse non seulement du peuple chinois, de tous les étrangers ou les expatriés qui vivent ici, pour nous faire comprendre qu'effectivement la situation devient à la normale. Mais également c'est un message fort adressé également au reste du monde. Il faut savoir que la Chine a pu juguler donc cette crise sanitaire et que l'avenir se trouve devant. Donc je pense que c'est un signe très fort de la vitalité du système chinois. C'est un signe très fort également de la maîtrise parfaite par le président Xi Jinping et l'ensemble du gouvernement chinois de cette situation ou des crises les plus parfois qu'on pourrait qualifier de crises très aiguës. Et cela est à mettre donc à leur actif et à saluer. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Avec 2 mois de retard, les 2 sessions 2020 de la Chine souffrent enfin. C'est l'occasion pour découvrir les orientations politiques, économiques et diplomatiques de la Chine pour cette année. Avec l'épidémie de coronavirus, les questions autour de la relance économique et de la coopération sanitaire suscitent beaucoup d'intérêt au sein de la communauté internationale. Aujourd'hui, nous nous trouvons à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Chine. Son Excellence l'ambassadeur Adama Dosso nous fait part de ses attentes de la session politique annuelle en Chine et nous parle également de la coopération sanitaire et économique, des sujets essentiels à la société ivoirienne. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, madame. On voit qu'après 2 mois de retard, les 2 sessions 2020 de la Chine souffrent enfin. Et pour ceux de nos téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément le système politique chinois, pouvez-vous nous expliquer un peu plus quelle est l'importance de ces 2 sessions 2020 en Chine? Merci beaucoup, madame, pour votre question. Je dois de prime abord vous exprimer nos sentiments de gratitude, nos salutations sincères, en mon nom personnel et puis en celui également de tout l'ensemble du personnel de l'ambassade, de toute la communauté ivoirienne ici en Chine dans son ensemble, pour cette autre opportunité que vous nous donnez, que vous nous offrez de pouvoir nous exprimer à travers votre chaîne de télévision qui est d'ailleurs très suivie. Et saisir également cette opportunité pour saluer le gouvernement chinois, et présenter nos sincères condoléances aux autorités chinoises pour l'épidémie qui a fait plus de 4000 morts ici en Chine, l'épidémie, je veux parler de l'épidémie du coronavirus, également exprimer nos compassions aux familles éplorées et saluer également l'efficacité avec laquelle donc le gouvernement chinois a répondu à cette crise sanitaire qui n'était pas du tout donnée, qui n'était pas facile. C'était une nouvelle crise, c'était un nouveau virus qui était méconnu. Et la réactivité du gouvernement chinois donc a permis de circonscrire le mal très très rapidement. Pour revenir à votre question, effectivement, les 2 sessions, la conférence consultative politique du peuple chinois et l'Assemblée nationale, je pense que c'est de très bon augure. C'est de très bon augure de savoir que même après 2 mois de retard, la situation étant quasiment venue à la normale, que ces 2 institutions du gouvernement chinois aient pu se réunir. C'est un signal fort à l'adresse non seulement du peuple chinois, de tous les étrangers ou les expatriés qui vivent ici, pour nous faire comprendre qu'effectivement la situation est devenue à la normale, mais également c'est un message fort adressé également au reste du monde. Il faut savoir que la Chine a pu juguler donc cette crise sanitaire et que l'avenir se trouve devant. Donc je pense que c'est un signe très fort de la vitalité du système chinois. C'est un signe très fort également de la maîtrise parfaite par le président Xi Jinping et l'ensemble du gouvernement chinois de cette situation ou des crises les plus parfois qu'on pourrait qualifier de crises très aiguës. Et cela est à mettre donc à leur actif et à saluer. C'est vrai que vous avez parlé de, en fait, justement, cette épidémie est
est due à un virus inconnu et la Chine a dû faire face à ce virus. Et puis maintenant, la reprise de travail a commencé en Chine aussi. Donc la Chine est aussi le premier pays à entamer cette reprise économique. Et vous êtes là pendant presque tout au long de ce processus. Donc, quelle est votre observation? Vous avez dit un peu tout à l'heure. Quelles sont vos observations sur ce processus-là? L'observation que j'ai de ce processus, c'est, j'allais dire, une observation positive. Vous savez, durant toute cette crise, l'outil de production au niveau de la Chine est resté intact. Hier, je suivais une chaîne étrangère, dont je ne vais pas citer le nom, qui nous informait qu'à partir d'aujourd'hui, le Japon devait rentrer en récession économique. Les pays occidentaux l'ont déjà annoncé qu'il y aurait forcément une récession économique. Je me souviens également que hier, d'une audience, on nous faisait comprendre que, quoique la situation ne soit pas dramatique en Afrique, les pays africains demandaient déjà une restructuration de la dette avec donc tous les pays partenaires au développement. Mais par contre, en Chine, on note qu'effectivement, c'est vrai que la crise a commencé ici, mais l'outil de production est resté intact. Et aujourd'hui, pour apporter de l'aide à toute l'humanité, j'allais dire, c'est l'industrie manufacturière chinoise qui est aujourd'hui aux avant-gardes. Et je pense que cela est à mettre également, comme je le disais tout à l'heure, à l'actif du gouvernement chinois. On voit que quand la Chine traversait les moments les plus difficiles de l'épidémie, la Côte d'Ivoire a envoyé des aides à la Chine et plus tard, la Chine a envoyé du matériel et des équipes médicales aussi en Côte d'Ivoire, donc pour un signe de solidarité. Mais on voit dans certains médias occidentaux l'aide envoyée par la Chine pour les pays africains, y compris la Côte d'Ivoire, est qualifiée comme un moyen d'exercer une influence géopolitique sur les autres pays. Comment voyez-vous ce genre de commentaires? Ce genre de commentaires, j'allais dire, c'est d'abord une certaine méconnaissance de ce que j'appellerais ou ce que je considère comme une philosophie de la politique étrangère chinoise, comme le président Xi Jinping l'a déclaré, la communauté des destins pour l'humanité. C'est dans ce souci, c'est dans cet esprit de communauté des destins pour l'humanité que, lorsque la crise a éclaté en Chine, que le gouvernement ivoirien, fort de ses liens très amicaux avec la Chine, qui a atteint un niveau, j'allais dire, jamais égalé dans l'histoire, a senti la nécessité donc d'apporter une modeste contribution au gouvernement chinois pour lui faire comprendre que nous étions avec eux de tout cœur. Comme on le dit chez nous, un adage qui le dit chez nous, c'est pendant la saison sèche qu'on arrive à compter donc les feuilles de l'arbre, pour dire que c'est dans les moments difficiles qu'on voit ses amis. Et je crois que c'est dans cet esprit d'élan de solidarité que le gouvernement ivoirien a donc agi vis-à-vis du gouvernement chinois. La crise également s'est répandue et elle atteint aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Et nous avons apprécié le soutien du gouvernement chinois avec à la clé une présence également d'experts, de 12 médecins qui sont arrivés en Côte d'Ivoire pour prêter main forte également à leurs homologues ivoiriens. De là, on déduit qu'il s'agit d'un moyen géopolitique ou pour tirer parti, comme on le dit chez nous, pour tirer les macarons du feu. Je ne crois pas que ce soit du tout le cas. Les pays africains, de façon générale, entretiennent des relations, j'allais dire, multiséculaires avec la Chine. Et nous savons aujourd'hui l'apport que la Chine a apporté au développement des pays africains en général et de la Côte d'Ivoire en particulier. La Chine n'a pas attendu donc cette situation pour apporter de l'aide à la Côte d'Ivoire. Je rappelle à toutes fins utiles que le centre de lutte antipaludéen et son équipement est un don du gouvernement chinois. L'hôpital de Gagnoa, qui est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, est un don du gouvernement chinois. Nous n'avons pas attendu donc l'éclatement de la crise du coronavirus pour avoir tous ces dons. Aujourd'hui, nous sommes en discussion avec le gouvernement chinois dans le cadre d'un nouveau don pour la construction d'un nouvel hôpital VIP qui doit se faire dans un quartier, dans le quartier des centres des affaires à Abidjan. Nous n'avons pas attendu tout cela pour que la Chine puisse nous venir en aide. Donc c'est faire un mauvais procès à la Chine, au gouvernement chinois, aux Africains, de dire que la Chine profite donc de cette situation pour essayer de prendre une certaine position géopolitique ou géostratégique en Afrique. Non, c'est un mauvais procès. La Chine est avec l'Afrique. La Chine est un ami sincère de l'Afrique. Est-ce que cela veut dire, comme vous avez évoqué tout à l'heure, il y avait beaucoup de coopération sanitaire aussi déjà existé auparavant. Pensez-vous que le coronavirus
coronavirus a servi en quelque sorte, ça donne une opportunité en quelque sorte renforcer cette coopération ou de donner un nouvel élan pour une coopération plus étroite de la coopération sanitaire. La coopération sanitaire existe déjà. J'allais peut-être revenir encore sur votre question de tout à l'heure pour ceux qui pensent que le coronavirus est un prétexte pour la Chine pour prendre pied ou pour tirer les macarons du feu, comme je le dis. L'Afrique a connu également, bien avant cette crise de coronavirus, une crise d'Ebola également, notamment en Afrique de l'Ouest. Je parlais du Libéria, de la Guinée, de la Sierra Leone, et actuellement un peu en Afrique centrale, en RDC. Ces pays que je ne veux pas citer ont tous plié bagage à cette époque-là. Seule la Chine était aux avant-gardes pour apporter assistance et secours aux pays africains. Ils ont apporté également du matériel de formation dans les populations les plus reculées, ce qu'on appelait la formation des populations communautaires. Donc on n'a pas attendu cette crise-là pour que la Chine développe une coopération sanitaire avec l'Afrique. Je parle là d'une question beaucoup plus récente, mais bien avant cette période-là, la coopération sanitaire avec l'Afrique était déjà bel et bien existante. Et nous ne pouvons que saluer cela. On connaît aujourd'hui de grands groupes pharmaceutiques chinois qui sont en train de prendre pied dans plusieurs pays africains, dont la Côte d'Ivoire. On n'a pas attendu l'éclatement de la crise du coronavirus pour que nous puissions avoir ces résultats. Donc c'est faire un mauvais procès. C'est une méconnaissance donc de la relation amicale qui existe entre la Chine et l'Afrique de façon générale, et singulièrement mon pays, la Côte d'Ivoire. Vous êtes en mandat en Chine depuis très longtemps. En fait, en Chine, il y a un sujet qui préoccupe beaucoup le gouvernement, c'est la réduction de la pauvreté. Et on sait que l'année 2020 doit marquer l'éradication de la pauvreté absolue en Chine. Donc, est-ce que vous avez pu témoigner le travail dans ce domaine en Chine? L'éradication de la pauvreté en Chine, j'allais dire que ce n'est pas forcément une vision du gouvernement chinois à elle seule mise à part. Mais la Chine, au niveau mondial, déjà y contribue. Quand vous prenez la déclaration des Nations Unies sur les objectifs millénaires du développement, la réduction de la pauvreté constitue un élément essentiel de cette politique du système des Nations Unies. Mais à ce jour, quand on fait le bilan, la réduction était prévue pour 2030. Aujourd'hui, pour ce que la Chine a fait, c'est quasiment près de 70% de la réduction de la pauvreté au niveau mondial. Donc c'est plus de 800 millions de Chinois qui sont sortis de la pauvreté. Et donc c'est une politique audacieuse, c'est une politique ardue menée par le gouvernement chinois, et je pense que cela est à saluer. Certaines régions reculées aujourd'hui de la Chine sont j'allais dire, bénéficiaires vraiment de cette politique mise en place par le gouvernement chinois, avec des enveloppes ou des budgets qui sont votés pour essayer d'apporter donc un plus, ou essayer de faire reculer la pauvreté au maximum. Mais on sait qu'au niveau international, la réduction de la pauvreté a été longtemps aussi un sujet qui témoigne aussi de la solidarité entre les pays du Sud. Donc, pensez-vous que les expériences chinoises étaient en quelque sorte inspirantes pour d'autres pays, par exemple pour la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il a des expériences? L'expérience chinoise est un cas d'école. C'est un cas d'école pour les pays africains de façon générale et l'Afrique et la Côte d'Ivoire en particulier, entre les incantations et les prophéties de bonne foi d'autres pays. Nous voyons qu'en Chine, les résultats sont mesurables, les résultats sont concrets, et je pense que c'est un modèle à copier. Et je pense également qu'aujourd'hui, le gouvernement ivoirien est dans cette dynamique. Je sais par exemple qu'il y a ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire les filets sociaux, qui sont un budget voté par le gouvernement, et qui permet aujourd'hui d'atteindre des populations les plus démunies, les plus reculées, à laquelle donc l'État apporte donc une assistance pour leur permettre donc de pouvoir exercer des activités génératrices de revenus. La dernière activité en date concerne plus de 177 000 familles, par exemple au niveau de la seule ville d'Abidjan, qui ont pu bénéficier de cet élan de solidarité du gouvernement. Quand je parle de solidarité, c'est un devoir pour le gouvernement de faire en sorte que la pauvreté recule, de faire en sorte qu'effectivement sa population ait le minimum pour pouvoir se sentir dans de bonnes conditions de vie sociale. Donc c'est dans cette politique-là que la Côte d'Ivoire également s'inscrit, en prenant effectivement école sur la Chine.
Lorsque vous lisez les ouvrages du président Xi Jinping, il y a des passages qui sont consacrés donc à cette lutte contre la pauvreté et je pense que cela inspire. Est-ce qu'il y a des coopérations en la matière entre la Chine et la Côte d'Ivoire? Notre coopération avec la Chine, elle est multiforme. Elle est économique. Je veux dire en matière de la réduction de la pauvreté. En matière de réduction de pauvreté, oui, nous avons de la coopération dans ce sens. Vous savez, par exemple, qu'à une date beaucoup plus récente, l'accès à l'eau potable au niveau de la ville d'Abidjan était quelque chose d'assez difficile. Mais c'est la coopération avec la Chine qui nous permet aujourd'hui de juguler ce fléau. Et l'accès à l'eau potable aujourd'hui au niveau de la ville d'Abidjan est quasiment total à partir d'une coopération que nous avons eue avec la Chine depuis les années 2012-2013. En fait, on voit que maintenant, face à l'épidémie de coronavirus, le gouvernement ivoirien a pris beaucoup de mesures pour soutenir l'économie et on voit certainement que la relance économique va être un sujet essentiel dans le monde d'après. Et donc, comment la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire peut-elle contribuer à cette relance économique envisagée après l'épidémie? Déjà, comme je vous disais tout à l'heure que nous essayons de prendre un peu modèle sur la Chine. Lorsqu'il y a eu la crise financière en 2008, ou bien avant, la Chine avait fait des investissements massifs, notamment dans les infrastructures. Cette fois-ci, nous voyons que le gouvernement chinois a changé de cap. C'est des investissements, mais beaucoup plus dans le tissu économique, j'allais dire dans le réseau bancaire. Aujourd'hui, le gouvernement ivoirien a essayé de mettre en place, comme vous l'avez dit, ce qu'on appelle la riposte au coronavirus. Un certain nombre de mesures qui ont été prises, notamment l'assistance aux entreprises, l'allègement des certaines taxes, l'accompagnement également de certaines entreprises pour permettre donc de pouvoir juguler cette situation. Avec la Chine, dans ce domaine, je disais tout à l'heure que notre coopération elle est multiforme, elle est plurielle, elle concerne plusieurs aspects, notamment au niveau économique. Nous avons vu par exemple que depuis l'année dernière, le gouvernement chinois a entrepris d'alléger ou d'annuler certaines parties de la dette de la Côte d'Ivoire. Je pense que cette politique-là qui va contribuer donc à nous aider à avoir de la lisibilité et affecter donc les ressources de l'État à d'autres situations qui pourraient nous permettre certainement de faire la relance économique. Vous avez un mandat en Chine depuis plus de 5 ans et donc je profite de l'occasion pour demander un peu quelle est votre observation sur l'état actuel de la relation bilatérale parce que pour le moment bien sûr il y a beaucoup de projets qui sont en arrêt mais on profite de l'occasion pour parler un peu de la relation bilatérale. Comme vous avez dit tout à l'heure, la coopération est multiple. Pouvez-vous nous dire davantage? Aujourd'hui, la Chine est le premier investisseur direct en Côte d'Ivoire, devant des partenaires traditionnels. La Chine est le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire en Asie, mais le 3e au niveau mondial. Les investissements directs aujourd'hui effectués en Côte d'Ivoire, ceux effectués par la Chine, représentent à peu près 33%. Donc, c'est-à-dire l'importance aujourd'hui de la coopération que nous avons avec la Chine, que ce soit dans le domaine des infrastructures, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine agricole, dans le domaine sanitaire. La relation avec la Chine, pour nous, est une réussite, c'est un modèle. Et la visite du président ici en 2018 a consacré donc de faire entrer cette relation dans une nouvelle phase, j'allais dire, de relations stratégiques avec la Chine. Et comment envisagez-vous la coopération après cette crise? Quels sont les projets qui vous attendent? Alors nous avons une série de projets qui sont en attente, d'autres qui sont en exécution, mais également qui sont à l'arrêt, compte tenu de cette situation. Nous avons, j'allais dire, des projets très importants dans le nord de la Côte d'Ivoire. On a la construction d'un port sec. Vous savez également que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Avec la coopération avec la Chine, nous lançons donc bientôt la construction de 4 usines. Figurez-vous que depuis que nous sommes indépendants, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui,
La quasi-totalité des usines de transformation des cafés et des cacao qui existent en Côte d'Ivoire sont le fait de structures privées venant de l'extérieur. Très peu d'Ivoiriens sont dans ce domaine-là. Le gouvernement lui-même n'y intervient pas puisque nous sommes un État capitaliste. Mais aujourd'hui, la structure qui est en charge la gestion du café et du cacao, avec le soutien donc du gouvernement chinois, va lancer très bientôt la construction des 4 usines de transformation des cacao et des cafés et des usines d'entrepôt également. Nous avons également plus de 1000 km de routes que nous devons lancer. Et tout ça avec l'aide donc du gouvernement chinois, avec le soutien des entreprises chinoises, qui sont tous des projets à l'arrêt actuellement. Une autoroute également qui doit relier la capitale au sud-ouest. Tous ces projets également sont à l'arrêt. Nous attendons donc effectivement la fin du coronavirus pour qu'effectivement tout cela puisse répondre. Et dans d'autres domaines, par exemple les domaines culturels, est-ce qu'il y a des projets qui sont envisagés ou des projets qui sont déjà été effectués et que vous paraissent satisfaisants? Dans le domaine culturel, vous savez, nous avons signé avec la Chine un accord triennal de coopération culturelle. Et dans ce domaine-là, il y a des échanges culturels chaque année entre les deux pays. Et des troupes chinoises également qui se déplacent en Côte d'Ivoire, comme des troupes ivoiriennes qui se déplacent ici, avec l'appui du ministère de la Culture. Nous avions également, dans le cadre toujours de cette coopération, le lancement du centre culturel chinois à Abidjan, qui sont donc des projets très importants qui, je pense, certainement après la fin donc, de cette crise sanitaire, prendront forme. Alors, vous avez vécu en Chine pendant longtemps avec votre famille aussi. Donc, comment constatez-vous l'évolution de la Chine ces dernières années? Est-ce qu'il y a des points qui vous ont le plus marqué? Vous savez, avant d'arriver ici en Chine, je n'étais jamais arrivé. La toute première fois que j'arrive ici, c'est quand je venais prendre service. Et j'ai été agréablement surpris, contrairement à ce qui se racontait. Et j'ai été doublement surpris également lorsque j'ai effectué ma première visite à Shenzhen. Parce que c'est de là qu'est partie la politique de la réforme. Et quand je vois donc en 40 ans ce que la Chine a réussi, je trouve que cela est ingénieux, cela est monstrueux, cela relève de l'audace, comme on le dit chez nous. Le bonheur est le fruit de l'audace. Les Chinois ont eu de l'audace, et aujourd'hui ils ont ce bonheur. Il y a une classe moyenne, la pauvreté a reculé. La Chine n'a rien du tout envié au niveau infrastructure, au niveau technologique aux pays traditionnels que nous connaissons. J'avoue personnellement que je reste admiratif devant le développement de la Chine, je reste admiratif devant le courage, devant l'abnégation, devant le travail que fournit le peuple chinois pour aller chaque jour de l'avant. Mais pourquoi vous étiez surpris quand vous êtes... Nous étions surpris parce qu'il y a des clichés qui sont véhiculés. Par exemple Par exemple que la Chine ne serait pas peut-être un pays développé. Par exemple. Donc vous espérez d'avoir un Chine. J'arrive dans un pays et je vais vous raconter une anecdote. Il y a un ministre ivoirien qui est arrivé ici et nous partions à une audience qui me dit c'est ma première fois d'arriver ici, mais je crois que ça ne sera plus rien que j'envoie mes enfants passer des vacances aux États-Unis parce que je me croirais certainement à Manhattan. Vous comprenez? Donc, c'est dit que l'image qu'on a, lorsqu'on arrive ici, on se rend compte que c'est une image totalement erronée. Et c'est en cela, d'ailleurs, que je salue une politique comme celle menée par le gouvernement chinois, qui est celle des médias, comme votre média, par exemple, la CGTN. Il faut avoir du courage et de l'audace pour créer ce genre, j'allais dire, d'organes qui puissent permettre également de véhiculer l'image réelle de nos pays. Il ne faut pas laisser la possibilité aux autres de commenter l'actualité à votre place. Et donc, c'est pour ça que je salue une chaîne comme la vôtre, qui permet aujourd'hui de véhiculer une image réelle, l'image vraie de la Chine à travers le monde. Il y a des chaînes que je ne vais pas citer, que vous connaissez, qui font l'apologie de leurs différents régimes. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'une chaîne comme la vôtre également puisse la faire. Et ça nous permet mieux de comprendre la Chine et de connaître la Chine. Mais à votre époque, avant votre arrivée, peut-être l'image que vous voyez véhiculée dans certains médias que vous ne voulez pas citer le nom, c'est une Chine pauvre, mais aujourd'hui, on voit plutôt une Chine prédatrice, c'est une autre image qui circule. Non, ce n'est pas une Chine prédatrice.
Ce n'est pas une Chine du tout prédatrice, ce n'est pas une Chine pauvre, ce n'est pas une Chine prédatrice, c'est une Chine qui est consciente de sa valeur, c'est une Chine qui est consciente du rôle qu'elle peut jouer sur la scène internationale, c'est une Chine qui est consciente de ce qu'elle peut apporter un plus à l'humanité. Et c'est dans ce sens-là que je comprends aujourd'hui la position ou la politique chinoise. Vous comprendrez bien sûr avec moi que après l'éclatement du coronavirus en Europe, la Chine a été le premier pays aujourd'hui à apporter de l'assistance à l'Italie. Cela relève toujours de ce que j'appelle la communauté de destin pour l'humanité que prend le président Xi Jinping. Quand on est un leader, il faut se comporter comme un leader. Quand on est un leader, il faut essayer de rassembler tous les autres. Et c'est ce leadership-là que la Chine porte, et c'est ce leadership-là que nous saluons. Contrairement à d'autres États qui sont certainement leaders, mais qui privilégient une politique de protectionnisme, alors que le protectionnisme ne peut pas nous apporter quelque part. Il faut avoir de l'ouverture, il faut s'ouvrir, et c'est dans les échanges, c'est dans l'ouverture que nous pouvons avoir le maximum d'échanges, de compréhension qu'on peut apprendre des uns et des autres. Mais c'est vrai qu'avec cette épidémie, on voit deux attitudes. Hein. C'est une attitude de chacun pour soi, et puis c'est une attitude de coopération internationale. Mais je pense que c'est une mauvaise lecture, parce que quand on pense du chacun pour soi, quand la crise a éclaté ici, on avait pensé que c'était une épidémie qui était faite pour la Chine. Personne n'aurait imaginé que l'humanité entière aujourd'hui serait concernée. Or, si nous avions eu cet esprit de solidarité, d'élan et de soutien au début pour essayer de contenir l'épidémie dans sa base, on n'aurait pas eu aujourd'hui toute cette déflagration que toute l'humanité connaît. Voilà. Ce que vous avez dit, si c'était une pensée, vous avez dit un peu l'image de la Chine véhiculée dans le monde. Je pense que c'est le même problème pour l'Afrique. Beaucoup d'amis africains me disent qu'ils ne sont pas satisfaits de l'image de leur pays aussi véhiculé dans certains médias, je pense que vous ne voulez pas citer le nom. Et donc vous êtes ambassadeur ici, donc est-ce que vous avez des projets, ou votre pays a des projets de présenter une image réelle de la Côte d'Ivoire, par exemple? Quel genre d'image que vous... Non, chaque fois que nous avons l'occasion d'organiser des rencontres ou des cérémonies, présenter l'image de notre pays, nous le faisons. Vous savez, ce matin, j'étais en train de lire une revue de presse et ça m'a fait à la fois rire de voir que dans un pays occidental, les gens s'insurgeaient et ne comprenaient pas pourquoi le coronavirus ne faisait pas autant de victimes en Afrique, comme c'est le cas dans d'autres pays. Alors, ils sont allés même jusqu'à demander si l'ange de la mort n'était pas un noir. Parce que pour eux, ils ne pouvaient pas comprendre et accepter que l'Afrique, qui n'a ni infrastructure, qui n'a ni moyens, qui n'a aucun élément où les gens vivent entassés les uns sur les autres, qu'aujourd'hui, et ça c'est leur conception, c'est leur vision, qu'aujourd'hui, ce pays-là ne tombe pas, il n'y a pas d'hécatombe par milliers dû au coronavirus. Donc c'est l'image qu'ils ont de l'Afrique. L'Afrique n'est plus à ce stade. L'Afrique, c'est vrai que nous sommes aujourd'hui un continent qui n'a pas peut-être le même niveau de développement que ces pays occidentaux, mais l'Afrique également avance. Mon pays aujourd'hui fait partie des 10 pays, avant le début de cette crise-là, des 10 pays les plus réformateurs, qui avaient un taux de croissance économique le plus élevé au monde, 8%. Ce que les économies de certains pays occidentaux peinent à faire. Donc, chaque fois que nous avons l'occasion de présenter la Côte d'Ivoire, nous le faisons, nous montrons nos opportunités, nous montrons nos atouts, et dire qu'effectivement la Côte d'Ivoire, l'Afrique, de façon générale, vous appelle, et la Côte d'Ivoire est prête à vous accueillir. Peut-être il est temps de faire une révolution aux sphères médiatiques pour un peu changer l'hégémonie de ces médias occidentaux. Pour ça, on a une image. Je souscris entièrement à votre idée. Des chaînes de télévision comme Al Jazeera ne laissera pas ne fera pas de place à un média occidental pour parler du Qatar. Autant France 24 ou d'autres chaînes de télévision font l'apologie et la promotion de leur pays. Et il est également important que nous ayons des chaînes de télévision qui soient à mesure
de relayer l'image réelle de nos pays et ne pas laisser le soin effectivement aux autres de commenter l'actualité pour nous. Alors, je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur. Merci de votre temps. C'est moi qui vous remercie. Et je vous souhaite également de passer une très bonne journée, une très bonne année. C'est vrai qu'avec le corona, on n'a pas eu l'occasion de se voir puisque c'était le début du nouvel an chinois. Mais je souhaite effectivement que ce virus soit un mauvais souvenir et que cela puisse augurer effectivement des lendemains meilleurs. Comme on le dit chez nous, après la pluie, le beau temps. Merci. Merci. Mes meilleurs vœux pour vous aussi. Merci beaucoup.